Salut, c'est Daikel et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grey. Alors c'est le second, on va pouvoir y aller un peu plus relax, et donc j'ai choisi un film que j'aime d'amour, même si c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et c'est une histoire qui va peut-être t'ennuyer, mais tu n'es pas obligé d'écouter. Vous l'aurez compris, on va parler des lois de l'attraction. Et ça va être bien. Alors, contrairement à la dernière fois, je vais faire un résumé très succinct du film, puisque les grands axes de l'histoire peuvent se résumer en seulement quelques lignes. Attention, ça ne veut pas dire que le film n'a pas de scénario, puisque la qualité d'un script ne se juge pas à la quantité de ses rebondissements. Mais ça, tout le monde le sait. Bref, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas être spoilé, maintenant vous connaissez le principe et cliquez ici. C'est long. Voilà. Donc, Les lois de l'attraction est un film de Roger Avary, sorti en 2002, et si je devais le résumer en quelques secondes, je dirais que... C'est l'histoire de Sean Bateman. Il est étudiant, mais il passe surtout son temps à niquer des zouzes et à vendre du bon teuteux. Il doit de l'argent à Rupert, un mec pas super stable. J'ai besoin de toi autant qu'un putain de trou du cul au bout de mon coude. T'imagines même pas le nombre d'accoudoirs que j'ai niqué. Son frère, c'est Patrick Bateman. Qui c'est Patrick? Il travaille à Wall Street, mais bon, comme il est pas dans le film, on s'en fout. Parfois, il dort dehors. Il est comme ça, Sean. Rock and roll. Il reçoit des lettres d'amour d'une inconnue. C'est la fille du self qui lui envoie. En vrai, elle joue dans Warpaint, mais Sean, il l'a jamais remarqué. Il croit que c'est Lorraine qui lui envoie des lettres. Lorraine aussi, elle en pense pour Sean, mais elle sort avec Victor pour qui elle garde sa virginité. Son moyen de contraception, c'est de regarder des livres sur les MST. Elle partage sa chambre avec Lara, une vraie salope. Elle a été conçue dans un Holiday Inn. On m'a conçu dans un holiday. Il y a aussi ce mec, Paul. Il est sorti avec Lorraine quand il était hétéro, mais maintenant, il veut se taper Sean. Et puis il y a le prof de philo. Lui, il veut juste se défoncer. Monsieur Bateman. Eric Stoltz. Sean, il est perdu dans ce bordel, et il nique avec Lara parce qu'il est amoureux de Lorraine. J'ai couché avec elle parce que je suis amoureux de toi. La fille du self, elle se suicide en voyant ça, mais personne n'y fait attention. Sean est au bout du rouleau. Il veut se tuer, mais il se pisse dessus. Typique. Pendant ce temps, Victor, il rentre d'Europe. Il sait plus qui il est. Je ne sais plus qui je suis. Lorraine veut le retrouver, mais il sait pas qui elle est. Je sais pas qui tu es. Finalement, Lorraine offre son pucelage à un mec de la ville. Sean ne sait plus depuis combien de temps il n'a pas baisé sans être bourré. Et Paul a des extasies dans sa chambre. Bref, tout le monde est malheureux et personne ne connaît personne. Alors dis-toi bien que tu ne me connaîtras jamais. Alors voilà en très très gros. Alors avant de faire mes recherches pour l'épisode, j'étais persuadé que le film avait reçu un accueil plutôt froid lors de sa sortie. Mais en fait, pas du tout. Les critiques ont loué ses qualités de mise en scène et il a rapporté près de 11 millions de dollars à travers le monde pour un budget de seulement 4 millions. C'est pas dingo, mais au moins il a été rentable. Pour vous donner une idée, 4 millions de dollars, c'est 1/10 du budget des Bronzés 3. L'avantage avec un budget aussi serré, c'est qu'avant même sa sortie, le film était déjà rentabilisé grâce à la vente des droits d'exploitation télévisuelle. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'adore ce film, mais je suis pas sûr que tout le monde partage mon avis. Histoire d'être fixé, j'ai donc décidé de me rendre sur ce baromètre de l'âme humaine, qui est la section critique-spectateur du site Allociné. Gagnons un peu de temps et allons directement aux critiques 0 étoiles, les meilleurs. Alors, blablabla, pour moi c'est juste un teen movie totalement bâclé qui n'a rien à dire ni à montrer. À des années-lumière du morbide roman, Avary n'est pas Tarantino. Et Dieu merci, négro. Alors bien sûr ça continue, marre de cette impression de déjà-vu, de ces produits clinquants, de ces versions sophistiquées des programmes MTV. Blablabla, un teen movie raté au point que je suis parti avant la fin, la daube des daubes, film plat, insipide et racoleur, au bout de 5 minutes j'ai deviné qu'est-ce que c'était Rosebud. Il semblerait qu'il y ait quiproquo. Selon moi, il y a 3 raisons qui ont pu mener à une mauvaise compréhension du film, et c'est autour de ces 3 axes que ma chronique va s'articuler. La première raison, c'est que le film a été victime de son époque. Sorti en plein milieu de la vague teen movie après le succès d'American Pie, le film a été vendu et reçu comme tel. Bien qu'il partage le même cadre, c'est-à-dire l'université et ses soirées bien arrosées, il ne traite pas des mêmes thématiques car il se concentre davantage sur les interactions sociales entre les personnages, et ce de manière particulièrement cynique. On s'est pas déjà rencontrés, toi et moi? J'ai dû la sauter au début du trimestre. Bon, ok, on peut l'admettre, son casting tout droit sorti des sitcoms en vogue de l'époque peut prêter à confusion. Vous aurez bien entendu reconnu James Van Der Beek de Dawson, Jessica Biel de 7 à la maison, Thomas Ian Nicholas d'American Pie, et Shannon Sossamon qui prenait du plaisir avec une fleur dans 40 jours, 40 nuits. Ça marche pas. Mais comme nous le verrons par la suite, ce casting est un choix délibéré au service du film. Et si American Pie pouvait être perçu comme une ode à l'épicurisme adolescent, les lois de l'attraction, à l'inverse, pointent du doigt la futilité de ce mode de vie. Sean Bateman, par exemple, est une coquille vide, incapable de ressentir la moindre émotion, comme le suggère la scène du flocon de neige dessinant une larme sur sa joue lors de sa rupture avec Lorraine. Les autres personnages ne sont pas en reste, et ils semblent tous vivre dans une attente perpétuelle plutôt que de profiter de ce qu'ils possèdent déjà. On est quand même loin de l'enfilage de tarte aux pommes. Il est d'ailleurs intéressant de voir que le nom des soirées qui jalonnent le film est assez représentatif de leur état d'esprit. Alors fun fact, à la suite du succès de American Psycho, les producteurs ont proposé à Avary de financer le film à condition que ce dernier se nomme American Psycho 2, les lois de l'attraction. Alors Dieu merci, Avary a refusé, on a pu avoir une vraie suite à American Psycho.
Alors la deuxième raison qui pourrait altérer l'appréciation des lois de l'attraction est encore une question de communication, c'est ce que j'appellerais le side effect Tarantino. Vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Mais d'abord, savez-vous qui est vraiment Roger Avary, le réalisateur ? Je pense que tout le monde connaît cette histoire, donc je vais essayer de faire vite. Vous reconnaissez ce panneau ? C'est l'écran final de Pulp Fiction. Eh bien, ce panneau, c'est de la science-fiction. Initialement, Avary et Tarantino se sont rencontrés dans le vidéoclub dans lequel ils travaillaient avant leur carrière au cinéma. Et pendant des années, ils ont écrit des scripts à 4 mains. Par exemple, True Romance est un condensé d'idées des deux comparses, et quand le script a été vendu, Roger Avary a même officié en tant que script doctor pendant la production. Tarantino a même produit le premier film de Roger Avary, le brouillon mais prometteur Killing Zoe. Lorsque Tarantino commence à travailler sur Pulp Fiction, il voulait tout d'abord en faire un film à sketch. Il aurait réalisé un segment, un autre aurait été fait par Avary et un dernier par un réalisateur indéfini. Mais le projet n'avançant pas, Tarantino a décidé de le réaliser seul en reprenant le segment écrit par Roger Avary, intitulé Pandemonium Reigns et qu'il renommera par la suite The Gold Watch. Mais c'est là que les choses se corsent. Une fois le film fini, Tarantino a tenu à ce que la mention finale soit écrite et réalisée par Quentin Tarantino. Il a donc conclu un accord avec Roger Avary pour modifier la formule. Le film a rencontré le succès que l'on connaît, et la manigance a fini par éclater au grand jour. Tarantino a toujours minimisé l'implication d'Avary dans l'écriture du film, mais ce dernier revendique une part bien plus équilibrée dans le processus. Depuis ce différend, les deux hommes ont cessé leur collaboration. Alors ce n'est qu'une théorie, mais je trouve intéressant de voir que l'arrêt de la collaboration entre les deux artistes est factuellement identifiable dans la cinématographie de Quentin Tarantino. Certains témoignages dans l'excellent livre Les 6 samouraïs font état d'un cinéaste créatif mais incapable de se canaliser sans l'aide de Roger Avary. Je pense personnellement que la structure des films de Tarantino s'est dégradée suite à leur séparation. La structure éclatée de Pulp Fiction paraît encore aujourd'hui très fluide, mais difficile d'en dire autant pour ses films suivants, toujours découpés en chapitres très hétéroclites. Exception faite de Jackie Brown, mais bon, vu que c'est l'adaptation d'un roman, le fil narratif existait déjà. En bref, Avary est irrémédiablement lié à Tarantino, et je pense que ça a nuit à sa carrière. Killing Zoe a été vendu sur le nom de Tarantino, et en haut de l'affiche des lois de l'attraction, c'est Pulp Fiction qui est cité comme fait d'armes d'Avary. Il le fait lui-même remarquer dans la scène d'introduction du film. En fait, tout le monde croit à tort que c'est un film de Tarantino, tout ça parce que c'est lui qui a produit ce film. Tu vois de qui je suis en train de parler ? Tout le monde croit qu'il a du talent parce qu'il a réalisé Hit avec Robert De Niro et Al Pacino, alors qu'en vérité... Bon, on ne peut pas nier qu'il y a des similitudes entre les deux cinéastes. En tant que cinéphiles, ils adorent disperser des références à des œuvres plus anciennes et ils ont énormément de thématiques communes. Si on prend Killing Zoe, la situation initiale ainsi que les personnages auraient très bien pu être issus d'un film de Tarantino. Mais il y a un point crucial qui les sépare, le traitement de la violence. Si Tarantino s'est porté en étendard d'un cinéma fun à la violence décomplexée, Avary porte lui un regard beaucoup plus critique sur cette dernière. Lorsqu'elle fait irruption, elle ramène toujours le spectateur à une froide réalité. Il me paraît donc logique qu'un spectateur s'attendant à voir un film à la Tarantino puisse se sentir floué par un traitement aussi rugueux et peu immédiat. La forme est similaire, mais le fond est aux antipodes. Et enfin, le troisième point qui est souvent reproché au film, le plus important à mon sens, concerne directement ses qualités d'adaptation. Les lois de l'attraction est l'adaptation du roman du même nom de Bret Easton Ellis, connu pour dresser un portrait acerbe de la jeunesse bourgeoise américaine, noyée dans le matérialisme, la drogue et le sexe. À l'époque de sa sortie, le métrage est la troisième adaptation d'un des romans de l'écrivain. Jusqu'à maintenant, les films tirés de son œuvre n'ont pas brillé par leur qualité, le nihilisme et la violence des romans étant difficiles à retranscrire sans être édulcorés. J'aimais tout de même une petite retenue sur American Psycho, qui n'est pas une bonne adaptation car il passe complètement à côté de son sujet, mais se révèle un gros plaisir coupable pour qui aime les costards rétro et les coupes de cheveux gominés. Je vous sers un petit whisky ? On the rocks. Au premier abord, on pourrait faire la même critique aux lois de l'attraction. L'univers du roman, particulièrement maussade, semble à milieu de la vision d'Avary avec ses couleurs pétantes et son casting teenage. Mais le choix des acteurs dont on parlait plus tôt est similaire à la démarche de Paul Verhoeven pour Starship Troopers. Immerger des acteurs associés à des rôles édulcorés dans un univers déviant permet d'accentuer la portée de leurs actes. En prenant des acteurs qui incarnent le symbole américain de l'adolescence, Avary désamorce l'atmosphère étouffante du livre tout en déconstruisant le cliché de la jeunesse dépeinte dans les séries US. Comme le dit lui-même le cinéaste, les lois de l'attraction n'est pas un teen movie, mais l'assassinat du teen movie. Alors le film n'est pas dénué d'humour, mais le percevoir comme une comédie serait une erreur. Je pense qu'il tient beaucoup plus de la satire sociale. Avary a régulièrement admis que sa plus grosse inspiration pour faire le film était la règle du jeu de Jean Renoir qui dépeignait la bourgeoisie française du début du XXe siècle. Sous ses airs de vaudeville, il s'avérait une critique grinçante de cette strate de la société et de leur mode de vie. Bah ouais mon gars. Alors cette filiation place inexorablement Avary en tant que moraliste, mais envoie en même temps au tapis les critiques ayant reproché à son film d'être vide, complaisant et premier degré. Bon, tout ça je sors pas de nulle part, et pour le prouver, on va décortiquer la mise en scène ainsi que les indices dissimulés par Roger Avary. Je sais que les analyses de séquences ça peut se révéler extrêmement chiant, du coup on va essayer d'y aller mollo sur la branlette.
Aviez-vous déjà remarqué les enseignements disséminés dans le film à travers le tableau du cours de philosophie? Lorsque Lorraine se rend pour la première fois dans la salle de philo, on peut voir écrit au tableau une citation de Nietzsche, que l'on pourrait traduire par « Les rencontres amoureuses comme on les appelle ont pour père l'illusion et pour mère la nécessité ». Cette citation nous renvoie au personnage de Sean, qui tombe amoureux de Lorraine par pure construction mentale. C'est parce qu'il croit que c'est Lorraine qui lui envoie des lettres qu'il décide de s'intéresser à elle. Il est plus attaché à ce qu'elle représente et à l'image qu'elle lui renvoie de lui-même qu'à sa véritable personnalité. Toujours dans la salle de philosophie, lors d'un second passage, on peut voir cette fois-ci écrit au tableau une citation de Shakespeare. La bonté des femmes et non leur magnifique apparence devrait gagner mon amour. Ici encore, c'est un message qui évoque la superficialité des relations entre les protagonistes. Bon, vous conviendrez qu'il est assez ironique que ces enseignements moraux apparaissent sur un tableau de classe, alors même que les personnages n'assistent à aucun cours de tout le film. Comme vous pouvez le voir, Avary se sert de ce procédé pour faire passer une multitude de messages, ainsi que quelques blagues, comme ces personnages défoncés qui regardent le cabinet du docteur Caligari sans le son. Le cabinet du docteur Caligari, c'est un film muet. C'est drôle! Le réalisateur fait aussi usage de nombreux stratagèmes de mise en scène afin d'adapter au médium cinématographique les nombreux effets stylistiques du livre. Ce dernier possède une narration non linéaire. Certains éléments sont racontés dans le désordre, et Bret Easton Ellis multiplie les points de vue en faisant usage de nombreux narrateurs. Roger Avary a donc décidé de couper dans le lard et de remettre un peu d'ordre dans l'histoire. Alors oui, on pourrait crier au scandale, mais en réalité la simplification du récit est bienvenue et n'affecte que très peu la fidélité aux matériaux d'origine. Le cinéaste fait même un usage peu conventionnel du champ contre champ afin d'appuyer ses particularités. Si l'usage voudrait que l'axe de la caméra soit placé en diagonale des protagonistes, afin d'avoir toujours un personnage de dos en amorce, Avary place sa caméra juste en face d'eux, donnant l'impression qu'il s'adresse directement au spectateur. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'habitude de voir des fonds blards par les faces caméra, mais à l'époque, c'était moins courant. Ce choix de mise en scène suggère deux choses. Premièrement, il permet de renforcer le discours intérieur en se focalisant sur un personnage. Il l'isole du contexte de la scène et se concentre sur la valeur littéraire du texte, projetant le spectateur directement dans la tête du protagoniste. Oh, j'adore cette chanson. C'est une chanson de PD. Deuxièmement, c'est un choix esthétique important puisqu'il isole les personnages les uns des autres. Alors que le film traite de l'impossibilité pour un groupe d'adolescents de communiquer entre eux, Avary décide de pousser leur solitude jusque dans ses cadrages. La célèbre scène du split screen qui se compose en un seul plan lors de la première rencontre entre Lorraine et Sean abonde elle aussi dans ce sens. Les deux personnages, isolés jusque-là, finiront dans un même cadre lors du seul moment sincère de leur relation, leur coup de foudre. Waouh! On pourrait citer encore beaucoup de choses, comme le gimmick de passer certaines séquences à l'envers en référence à la non-linéarité de l'œuvre originale, ou encore le montage très cut de la séquence du voyage en Europe de Victor, collant parfaitement au style de l'écrivain sur ce chapitre. J'ai attendu 2 heures pour entrer dans la chapelle Sixtine qui est rénovée. On dirait du faux. Séquence qui a inspiré pas mal de petits malins par la suite. Dont moi. À propos de cette séquence, il existe un film entier sur le voyage en Europe de Victor nommé Glitterati. Pour tourner cette scène, Avary a passé 40 jours en road trip avec l'acteur Kip Pardue sans aucun script et a tourné près de 70 heures de rush avant de les compiler dans un film de 90 minutes. Ce film devait faire office de préquel à la suite des Lois de l'attraction, l'adaptation du roman Glamorama, dont Avary avait acquis les droits mais qui n'est plus à l'ordre du jour. Malheureusement, il y a peu de chances que Glitterati soit un jour diffusé publiquement, principalement pour des questions de droit. Pour finir, Avary a eu le génie de supprimer tous les marqueurs temporels du roman qui se passaient à l'origine dans les années 80, ce qui fait que son film est encore d'actualité aujourd'hui malgré ses 15 ans d'âge. À notre époque où nous sommes tous surconnectés sur les réseaux sociaux, renvoyant une image contrôlée et donc biaisée de nous-mêmes, un visionnage du film s'impose afin de réévaluer la pertinence et la sincérité de nos rapports avec les autres dans ce magnifique théâtre qu'est la vie. Je crois qu'on a tous vécu notre ballet à nous aujourd'hui. Le ballet des émotions et des sentiments. C'est pas pour rien si le climax du film se passe dans un amphithéâtre. En conclusion, Avary a réussi l'exploit de réaliser un film qui est à la fois fidèle dans sa substance, mais personnel dans son esthétique et sa mise en scène. Pour ma part, c'est la première fois que je ne pourrais pas départager si je préfère le roman ou son adaptation. Je pense que les deux œuvres sont complémentaires. Alors, regardez les lois de l'attraction, regardez les lois de l'attraction, reconsidérez votre avis sur le film si vous ne l'avez pas aimé la première fois, et si malgré tout ça, ça ne passe toujours pas, dites-vous bien que